Mon ami, mon frère, je comprends ta détresse. Prends courage, mon ami, et n'abandonne pas. Ça ne vaut pas la peine de le chercher ailleurs. Mon ami, le bonheur, il est là dans ton cœur. L'association, comme les parents, quand ils ont débuté l'association, c'était pour défendre les droits de leurs enfants. Et puis, l'association, depuis les 61 ans, fait exactement ça. Défend les droits des personnes qui ont un handicap intellectuel ou développemental et appuie les familles dans leur cheminement pour défendre les droits de leurs enfants. Dans la province, on a 7 bureaux, puis on a environ 67 employés qui travaillent pour l'association dans différents domaines, et puis je vais expliquer les différents domaines. Puis on voit aussi là, les lieux que les bureaux sont, puis ils sont éparpillés dans la province pour essayer d'avoir un service partout dans la province. On a environ 200 appels par mois de des parents, des individus, des professionnels, des éducateurs, travailleurs sociaux, etc., qui demandent de l'aide pour essayer d'aider dans l'inclusion d'une personne ou donc quelqu'un est sur le bord de partir. À l'école, ça peut être qu'un enfant a des comportements de tel genre, puis l'école ne sait pas comment gérer la situation. Ou vice-versa, c'est le parent qui nous appelle puis nous dit que l'école a des comportements inacceptables, et puis eux autres ne savent pas comment gérer la situation. Donc, on agit souvent sur un côté ou l'autre, mais on se dit toujours qu'on est là pour l'enfant. Numéro 1, l'enfant est dans le milieu, et puis on est là pour appuyer l'enfant. Si le parent n'est pas correct avec ses pensées, on aide le parent à voir l'autre côté de la médaille. Puis l'autre côté, si c'est l'école ou le professionnel, on aide à cette personne-là de voir l'autre côté de la médaille aussi. L'association travaille de toute la vie de la personne, de la naissance à la mort. Donc, on parle de l'inclusion sociale, on parle de l'apprentissage précoce, l'éducation inclusive, la transition de l'école à la communauté, au travail, au postsecondaire. On parle aussi de la vie dans la communauté, vivre dans son propre logement, avoir sa vie à lui ou à elle-même. On parle aussi de travailler avec les familles qui sont vieillissantes, qui n'ont pas planifié pour le futur, qui veulent s'assurer que leur enfant soit bien pris soin financièrement ou qui veulent planifier leur dossier financier pour s'assurer que leur enfant ait de quoi. On fait aussi la facilitation indépendante dans la planification de la vie de la personne. Donc, je vais expliquer un peu toutes ces choses-là. Beaucoup de politique sociale. À notre bureau, on a un monsieur qui s'appelle Ken Pike, qui est notre directeur de politique sociale, un rechercheur. Il fait beaucoup de travail. Il écrit des dossiers à tous les jours. Il est en train d'écrire. Et puis, il est beaucoup la force chez nous quand on va rencontrer le gouvernement. Ken prépare les dossiers, fait les recherches, tout ça. Puis moi, comme directeur général, je lance des balles. Donc, on est une équipe qui lui, a les connaissances, puis on travaille ensemble. Puis s'il y a des choses, du point de vue politique, social, que lui trouve qu'il devrait arriver, c'est pas lui le plus fort pour lancer les balles, faire les coups. Donc, ça vient sur mon assiette, puis c'est moi qui fais ces choses-là. Puis, ensemble, on est une équipe qui peut arriver bien avec la province. Je dois dire au tout début, on a une bonne collaboration avec la province du Nouveau-Brunswick, puis ce n'est pas un gouvernement en particulier de l'autre. C'est jusqu'à date, les différents gouvernements, l'association est bien reconnue par la province et on est reconnu comme une association qui viennent nous chercher pour donner notre opinion sur des programmes que les autres veulent débuter, et vice-versa, quand ils ont une panne ou qu'il y a des demandes qu'ils ne savent vraiment pas où aller, ils communiquent avec l'association pour voir si on peut arriver avec des solutions à le problème, ces choses-là. Donc, la collaboration, le partenariat est bien avec la province.
Ici, c'est un aperçu un peu de les choses que la province fait, l'association fait. On travaille avec l'apprentissage, la garde de la petite enfance. Et puis, je vais expliquer un peu plus chacun, là. Mais l'éducation scolaire, le soutien de facilitation à la transition vers le marché du travail ou au post-secondaire, etc. C'est tous des différents programmes qui existent à l'association. Le soutien aux personnes dans les collèges communautaires, soit anglophones, francophones au Nouveau-Brunswick. La facilitation indépendante pour le programme de PSPH, qu'on appelle Programme de soutien aux personnes ayant un handicap. Puis de nouveau là, beaucoup des programmes ici, c'est un partenariat avec la province. Programme d'inclusion sociale, où on aide les gens à sortir dans la communauté, s'impliquer dans la communauté, trouver un logement, les aider à s'assurer que le déménagement se fasse bien avec la famille et aussi s'assurer que le tout va bien après en mettant sur pied un réseau naturel autour de la personne, etc. On fait beaucoup de parcours, je ne sais pas si vous connaissez les parcours PATH, c'est une planification. On utilise beaucoup cet outil-là qui a été développé par Jack Pierpoint. Et puis, c'est un outil qui est vraiment centré sur l'individu et c'est lui ou elle qui décide et aussi, en même temps, on forme un réseau naturel autour de lui en cause qui a invité les personnes qui sont intéressées dans son succès. Puis ces parcours-là aident beaucoup à pousser la personne à faire quelque chose et pousser les gens autour de lui ou elle de le motiver et de l'appuyer pour qu'il puisse arriver à ces résultats qu'il veut ou qu'elle veut. Les planifications d'avenir, de succession, ces choses-là, le REEP, le programme d'épargne pour les personnes ayant un handicap, et aussi soutien à la famille. C'est ici qui est la base de l'association, c'est de soutenir les familles dans leur cheminement de vie avec leurs enfants. Donc, il y a beaucoup de familles qui nous appellent pour aider si c'est des problèmes d'éducation, des problèmes avec un médecin, problèmes avec des travailleurs sociaux, etc. Ou s'ils veulent de l'information, ils nous appellent, puis on a une gamme d'informations qu'on peut partager avec eux autres. On travaille avec des parents vieillissants. On fait des sessions d'information beaucoup avec les parents pour parler du futur, de leurs inquiétudes, etc. On a des fins de semaine qu'on fait où les parents qui ne sont pas prêts, ils ne pensent pas à l'inclusion de leur enfant ou qui ne pensent pas à la vie complète de leur enfant ou qui ne voient pas la force de leur enfant, viennent ensemble. Puis à la fin de la fin de semaine, c'est les parents qui ont aidé les parents à réaliser la capacité de leur enfant et puis que ce n'est pas correct d'accepter le petit peu qu'ils ont tout de suite, qu'ils peuvent avoir beaucoup plus. Donc, puis je vais vous donner une petite histoire qui a vraiment prouvé que ces fins de semaine-là sont fortes et aident beaucoup les familles à aller d'avant. Enfin, ensuite, la défense de droit, ça, c'est tous les jours, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la province, qu'il faut s'impliquer. Puis ça peut partir de juste une information, une visite, une implication de 3 mois, jusqu'à aller au ministre de l'Éducation, au ministre de l'Éducation postsecondaire ou quoi que ce soit pour régler le problème. Donc, on fait le chemin avec la famille jusqu'au point où le problème est réglé ou que c'est une situation qu'il faut qu'il y ait un changement de politique. Donc, on commence le travail sur la politique comme telle pour voir comment est-ce qu'on fait pour changer cette politique-là. Développement de la petite enfance, on a des employés qui vont dans les centres. On travaille avec environ 100 centres dans la province pour aider à eux donner les outils pour inclure les enfants. Donc, c'est tout volontaire. Ils ne sont pas obligés de nous avoir. Ils nous appellent pour qu'on aille. C'est un partenariat avec la province. De ce partenariat-là, on a créé beaucoup de documents pour aider à la petite enfance de créer on a aidé à créer des outils pour qu'ils puissent utiliser pour voir que l'inclusion, c'est important. Chaque enfant a sa place dans le centre, etc. Et puis, un outil qu'on utilise qui vient de Special Links de Nouvelle-Écosse, c'est échelle trait d'union de qualité de l'inclusion dans la petite enfance. Puis c'est une échelle qui évalue
vraiment ton centre. C'est les gens qui évaluent leur propre centre pour voir comment inclusifs ils sont. Et puis, aujourd'hui, on a un partenariat. La province du Nouveau-Brunswick veut avoir des centres de la petite enfance désignés où ils vont devenir inclusifs. Tous les centres qui vont être désignés vont être des centres qui sont inclusifs. La province a entré en partenariat, puis je peux vous dire comment notre partenariat est, ou notre travail ensemble. Ils ont fait l'annonce de ces centres-là à 11 h un mercredi matin. Ils nous ont appelés à 10h30 pour nous demander si on serait partenaire avec eux autres. Parce qu'ils avaient oublié de nous appeler. Puis donc, on a dit oui. Ils ont fait l'annonce à 11 h. Puis, c'est un partenariat où eux autres payent l'association pour aller aider au programme de développer leur politique d'inclusion, évaluer avec eux autres où sont sur l'échelle d'inclusion, puis ensuite développer un cheminement pour s'améliorer, pour arriver à la place qu'ils devraient être. Donc, ça, c'est un programme qui est de 3 ans qu'on est embarqué avec eux autres, là. L'inclusion scolaire, de nouveau là, on a un partenariat avec le ministère de l'Éducation où on a 2 employés qui travaillent, une plus sur le côté anglophone, puis l'autre plus sur le côté francophone, avec les écoles. On fait de la formation, on travaille avec les directions d'école. Si un enseignant a besoin d'informations, un enseignant a besoin d'informations, appelle le bureau, on va aller aider pour donner l'information qui est nécessaire. Aussi, on fait la défense de droits pour l'enfant. Si les familles nous appellent pour nous demander de l'aide pour un enfant qui peut-être... Je vais vous donner une histoire. Printemps passé, un jeune garçon de la 4e année, allait faire un trajet à Québec. Et puis, il a été retiré du voyage parce qu'il était sur le spectrum d'autisme. Puis, il y avait des comportements que l'école disait qu'il ne pourrait pas participer. Et ces comportements, c'était les anciens comportements que personne n'avait regardés de nouveau, tu sais, comme des comportements qui avaient changé. Ça a pris 3 mois à s'assurer que l'enfant aille sur le voyage. Puis on a eu besoin d'aller jusqu'au ministre de l'Éducation pour s'assurer que la décision soit renversée. Et puis, le jeune garçon était à Québec. Le voyage était extraordinaire. Il y a eu du plaisir. Tout le monde, c'est tout émerveillé comment ça va arriver. Ce n'est pas en cause que les gens ne voulaient pas qu'ils viennent à cause à cause du petit garçon. C'est qu'ils pensaient qu'il n'allait pas pouvoir faire le voyage. Mais avec la décision changée, ça a été prouvé que l'enfant était complètement différent que ce que les autres pensaient. Puis, les 2 intervenants travaillent directement dans les écoles. On fait de la recherche aussi pour apporter d'autres pratiques. S'il y a quelque chose qui arrive d'une école qui est très bonne, on parle à d'autres écoles. On est chanceux parce que nous autres, on peut aller, on est comme un peu un virus. On touche les gens de partout, on peut apporter avec nous toutes les informations. Puis, donc, les gens aiment ça quand on arrive parce qu'on a plusieurs histoires qu'on peut compter. Puis, on n'est pas là pour dire qu'on a les réponses à tout. On est là pour dire qu'on est là pour vous aider à trouver la réponse à la situation ensemble. Donc, transition vers le marché du travail, un autre partenariat avec le ministère d'Éducation postsecondaire. Parce que c'est eux autres qui, à la fin, quand les enfants ne sont pas sur le marché du travail, c'est eux autres qui reçoivent ces jeunes adultes-là. Et donc, on a travaillé avec eux autres pour prouver un point que si on travaillait de la 9e année à la 12e année pour aider les enfants à devenir plus autonomes ou de comprendre c'est quoi qui arrivait après la 12e année, puis les préparer pour le marché du travail ou le postsecondaire, ils seraient beaucoup plus prêts. On a un résultat de 85 % d'élèves qu'on travaille avec, qui ont un emploi après la 12e année ou qui sont enregistrés à l'éducation postsecondaire au collège communautaire. Les gens qui sont au collège communautaire, qui finissent leur cours, soit c'est des cours adaptés parfois, c'est des cours peut-être qu'ils n'ont pas tous les modules, mais ils ont fini leur année, leurs 2 ans ou quoi que ce soit. Il y a 87 % d'eux autres qui se trouvent des emplois tout de suite après la graduation. Donc, les résultats sont très, très bons parce qu'avant, c'était 0 % des jeunes qui sortaient de l'école qui allaient sur le marché du travail ou au postsecondaire. Ça a amélioré gravement.
Oui. Donc ça, il assiste les gens. On a développé des modules pour enseigner aux jeunes comment se préparer, comment s'habiller pour son travail, son entrevue, comment faire une entrevue, toutes ces choses-là. Et donc, ces modules-là sont utilisés dans toutes les écoles dans la province qu'on est dedans. On est dans 58 écoles, puis environ 87 écoles, puis ça augmente chaque année. Donc, les parcours que j'ai mentionnés tout à l'heure, l'éducation postsecondaire, on travaille avec... Puis là, on aide aussi aux professeurs du postsecondaire de casser un peu la leçon, on les aide, parce que ce n'est pas tous des enseignants, c'est des gens souvent qui travaillent dans le domaine, qui sont devenus profs du cours, ces choses-là. Donc, on donne les outils nécessaires pour pouvoir aider le jeune. Consultation relative aux services d'aide à l'emploi. Ça, on fait beaucoup d'aide. On a une couple de places où on travaille avec les jeunes ou les jeunes adultes pour aller sur le marché du travail, puis on essaie de trouver des emplois et on essaie de les aider une fois sur le marché du travail, etc. Le programme de soutien aux personnes ayant un handicap, 19 ans passés, pas 19 ans, après 29 ans passés, on a commencé à travailler au bureau pour essayer d'avoir une nouvelle façon d'aider les gens à travers du ministère du Développement social. Eux autres, dans le passé, c'était des niveaux 1, 2, 3, 4, puis tu avais les services de 1, 2, 3, 4, c'était un menu. On ne croyait pas là-dedans, on disait qu'il faut vraiment regarder c'est quoi la vie de la personne, c'est quoi que la personne veut faire, puis d'après ce qu'il veut faire, tu détermines les services. Donc aujourd'hui, à environ 12-13 ans passés, le ministère a accepté ce programme-là. Puis nous autres, on est la partie indépendante. Tu peux avoir un intervenant indépendant qui n'est pas associé avec le gouvernement, qui n'est pas associé avec la famille. Puis on parle avec l'individu, la famille, on développe le plan avec eux autres, on fait le plan avec eux autres, ensuite on le présente au ministère. Et puis quand le plan est accepté, la personne a les services nécessaires pour pouvoir vivre la vie qu'ils veulent vivre. Ou, si ce n'est pas accepté, on fait la défense de droit, le pourquoi on a mis sur papier ces documentations-là, puis on pousse jusqu'à temps que soit qu'on l'aille ou donc on est proche de ce que la personne a demandé. Puis ça, c'est un programme de 19 à 64 ans. Il y a aussi le programme d'inclusion sociale où on aide des familles ou l'individu à développer son plan de vivre dans sa propre communauté. Puis on fait aussi le suivi après. Parce que ce qu'on trouvait, c'est que les gens qui sortaient dans la communauté, il n'y avait aucun suivi. Puis souvent, les personnes, ça tombait. Parce qu'il y a un petit morceau qui se brisait, puis tout d'un coup, un autre morceau. Personne venait corriger les choses. Et puis, la personne, ça devenait pire en pire. Tout d'un coup, il y avait des problèmes de santé mentale, des problèmes ils ne pouvaient plus payer leur rente, etc. Donc, ils perdaient leur appartement, etc. Donc, là, nous autres, on fait un suivi. Il y a des personnels qui font ce suivi-là pour s'assurer qu'ils peuvent continuer. Mais pour ce programme-là, il faut que chaque personne ait un réseau naturel. Parce que sans ça, ça ne fonctionne pas. On a pu prouver que ça ne fonctionne pas du tout sans le réseau. Soutien aux familles, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a beaucoup de téléphones sur ça. Puis, c'est toutes des formations qu'on fait avec des professionnels. On fait beaucoup sur la sexualité aussi, parce que c'est un sujet tabou qui n'a jamais été touché. Puis les gens ont beaucoup de difficultés, entrent dans des situations où ils sont accusés ou sont blâmés pour telle chose, tandis qu'ils ne savaient vraiment pas que c'était contre la loi ou donc que ce n'était pas approprié. Donc, on travaille avec beaucoup des professionnels pour s'assurer qu'il y ait l'information pour donner à la personne. Puis, c'est une session de 3 jours, puis les gens se sentent après qu'ils peuvent parler aux gens du sujet. Le sujet n'est pas différent qu'aucune autre personne. La façon de l'approcher, ou la façon d'être plus concret, de moins parler de choses abstraites, puis être plus concret quand on parle de différentes choses, puis d'avoir les outils, les photos, pour aider la personne à comprendre. Après ça, il y a toute la liste là, du deuil. On fait même, on a eu des sessions sur le deuil pour aider, parce que les gens ne croyaient pas que la personne comprenne. Donc, on s'assure que les gens pensent à tous les différents aspects de vie pour la personne, puis aident la personne à passer à travers. Donc,
Ça, c'était mon petit-fils. Bon, ben, pas mon petit, mais mon fils quand on était tous les deux plus jeunes. Beaucoup de bénévolat. On a beaucoup de gens qui viennent nous faire du bénévolat avec nous. Et puis, notre financement, on fait des campagnes de fonds, mais on a aussi un partenariat avec Value Village, Savers, sur le côté américain, où on fait la cueillette de vêtements usagés, ces choses-là, puis on a des boîtes oranges partout dans la province du Nouveau-Brunswick, puis ça nous donne quelques 100 000 $ par année. Et puis le reste, c'est des partenariats avec la province et autres qui aident avec les programmes. Il n'y a personne qui nous donne, le gouvernement ne nous donne pas d'argent pour défendre les droits de les individus, parce que la plupart du temps, on défend les droits contre la province du Nouveau-Brunswick. Donc, ils ne nous payent pas pour aller mordre la main. Donc, ce qu'on veut à la fin, c'est l'inclusion pour tous. Et puis, moi, je suis parent de 4 enfants, ma famille. Mon garçon, c'est une des raisons que je suis encore là-dedans, puis je vais toujours y être, parce que j'y croyais fort que l'inclusion, c'est pas seulement pour mon fils, Daniel, c'est pour mes 2 filles, mon autre garçon, mon épouse et moi. Parce qu'une communauté qui est ouverte à toutes les diversités est une communauté que moi, je veux vivre dedans. Puis une communauté qui va toujours m'accepter comme personne. Donc, c'est une garantie que je vais toujours être bienvenu. Donc, puis c'est pour nos petits-enfants. On veut changer la vie pour nos enfants, nos petits-enfants, et puis leurs enfants, etc., etc. Merci. Merci, M. Soucy. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'avais 3 questions, mais vous avez répondu à une des questions. Je me disais, mais quelle était votre source de financement? Mais même avec 100 000 par année, pour avoir 67 employés, il manque quelque chose. Donc, c'est des dons, c'est des gens qui vous... comment vous faites pour faire tous ces programmes-là? On a un budget d'environ 6,4 millions. OK. Beaucoup de les argents qui aident pour les programmes que j'ai mentionnés Ouais. à l'école, c'est des programmes qu'on a du financement de la province comme telle. OK. Donc, ils payent presque 100% ou 100% les services qu'on donne. Les seules choses que la province ne paye pas pour, c'est la défense du droit, comme j'ai mentionné, le soutien à la famille. Donc, on applique pour des octrois, on applique pour des subventions de différents groupes. On fait des cueillettes de fonds. On a un événement chaque année, un dîner pour ramasser des fonds. Non, c'est un dîner où c'est une petite salade de rien. Puis on a des gens qui nous donnent 5 000 $, 10 000 $. Puis ils nous donnent, la façon qu'on le fait, c'est qu'on demande aux gens de nous donner pour les prochains 5 ans. Peux-tu nous donner quelque chose chaque année pour les prochains 5 ans? Donc, ils nous donnent pour être, on appelle en anglais un change maker, un changeur de vie, là. C'est 1 000 $ par année. Pour 5 ans, tu deviens un changeur de vie. Donc, les gens, on a 100 quelques personnes qui nous donnent continuellement 1 000 $ par année. On a des gens qui nous donnent 5 000. On voit aussi dans vos programmes que vous êtes beaucoup dans l'action, dans l'action directe ou dans l'action indirecte. Est-ce que vous avez des chercheurs qui travaillent avec vous, qui sont associés à l'évaluation de l'efficacité de ces programmes-là? Parce que des fois, on voit des programmes, puis ça n'atteint pas toujours la cible ou quoi? Oui. On a, comme je mentionné tout à l'heure, Ken, qui fait beaucoup de recherches. On embauche aussi, puis souvent, une partie des programmes, les fonds que la province nous donne, c'est pour avoir quelqu'un de l'extérieur venir évaluer le programme pour s'assurer qu'on répond bien aux questions, le programme répond à les demandes de la communauté. Une chose moi, je suis là, ça fait 1 an. Je suis par intérim. J'ai été associé avec l'association pour les dernières 42 années, donc je connais bien l'association. Ma crainte est que les services sont rendus un peu trop sur le côté service, vrai service, puis on est une association qui défend les droits. Donc, si je donne le service, la personne se plaint, comment je fais pour défendre son droit si je me parle à moi-même? Donc,
on vient de créer une lentille, que tous les services vont passer à travers de la lentille, tout ce qu'on fait, présent et futur. Puis, on va trouver d'autres groupes, si c'est quelque chose qui pourrait prendre le service. Puis, dans le moment, le bureau de direction, on a décidé que les prochains, quand on va faire une étude de problématiques qui existent, comment régler le problème, puis on va piloter quelque chose, on va piloter avec le groupe qu'on croit qui devrait le faire du début, pour que quand on va prouver que oui, ça fonctionne bien, la province veut payer pour ce service-là, ce groupe-là va pouvoir le prendre et s'en aller avec, puis continuer. Parce que nous, notre rôle vraiment est défendre les droits des individus et leurs familles, et aussi bâtir une communauté qui va prendre soin de tout le monde. Donc, si c'est nous qui le fait, les gens disent « Ah, ben on n'a pas besoin de toucher ça, nous autres. » Ils s'en occupent, eux autres, là-bas. Donc, on est en train de changer ça parce qu'on est venu vite, là. Oui? Oui, merci beaucoup. Écoutez, vous êtes mon idéal. Moi, non, mais sérieusement, c'est rare qu'on a vu un organisme aussi intégré, hein, où on voit que c'est de 0 au décès. Donc, c'est vraiment le guichet unique. Et puis, l'effet pervers de morcellement des services, c'est que s'il n'y a pas de guichet unique dans la province, les parents et les personnes handicapées ne trouvent plus les portes d'entrée. Au Québec, pour faire votre offre de service, il faudrait compter 7 à 8 organismes. Donc, peut-être que c'est votre proximité avec le gouvernement qui aide ça. Mais est-ce que ça a toujours été de A à Z pour les personnes handicapées ou vous venez plutôt d'un service en particulier? Ou... Ça n'a pas toujours été de A à Z. On a toujours voulu, on a toujours répondu les questions ou les demandes de A à Z, mais on n'a pas toujours eu les services qui existent aujourd'hui. Ça a commencé beaucoup plus avec l'éducation. On a commencé chez nous au Nouveau-Brunswick, on voulait une éducation inclusive, on voulait et puis quand la province, le premier ministre et son équipe a fait la loi 85 disant que les enfants d'aujourd'hui vont toujours être inclus dans les classes, puis les services ou les appuis nécessaires pour s'assurer que cet enfant-là puisse apprendre vont être mis à leur disponibilité. Ça a changé beaucoup. Donc, ça, c'était le début. Ensuite, tandis que les enfants commençaient à aller à l'école, il y en a qui graduaient. Puis quand ils graduaient, ils tombaient à l'eau. C'est comme si il y avait une ceinture, ils sautaient sur la ceinture, puis tout d'un coup, boum, ça tombait. Puis ils allaient sur le divan. Puis c'était 3 ans avant que quelqu'un s'aperçoive qu'il a besoin de l'aide ou qu'il allait d'un atelier protégé, où il allait vivre le reste de sa vie dans l'atelier protégé pour se préparer aller sur le marché du travail. Puis à 65, il se retirait encore de l'atelier protégé. Donc, on a commencé à travailler sur le marché du travail, on a commencé à travailler sur les personnes, on commençait à nous demander, tu sais, moi, je ne veux pas vivre avec mes parents, toujours. Puis on avait des parents qui étaient âgés, 90 ans, 93 ans, disant que je ne sais pas ce qui va arriver avec Joe, tu sais, quand je vais... Ou qui partaient. Ils ont été décédés. Et puis, Joe perdait la maison, les parents, le voisinage, puis il se trouvait d'un foyer ou d'une place où puis c'était l'enfer pour cette personne-là. Elle est en dépression, début de santé mentale. Tout d'un coup, lui décède parce que c'est pas correct. Donc, on a commencé à chaque fois qu'il y a eu des points où ce que les gens nous ont apporté les lacunes, les problématiques, on a essayé de résoudre en ayant des projets pilotes pour prouver à la province. Le seul problème que ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas invité d'autres gens.
Puis ça, aujourd'hui, on réalise ça, puis on est en train de tourner, notre Titanic s'en allait à cette direction-là, puis il faut qu'il prenne un peu, aller un peu à la droite. Donc, on est en train de tourner le Titanic tranquillement là, pour changer ça, pour que le futur, on ait un partenaire dans les choses, non le groupe là, que tout le monde vient, puis c'est nous autres qui répondons à toutes les questions. Là. On veut être partie d'un réseau de groupe qui va faire ça. Là. Merci. Bon, je trouve intéressante l'idée que vous évoquez d'aller chercher des partenaires, mais en même temps, faites bien attention, vous conduisez un Titanic, hein? Mais j'aimerais vous dire que pour avoir été pendant de nombreuses années président d'un centre de réadaptation en déficience intellectuelle et autisme, qu'il ne faut pas trop laisser de corde. Donnez-vous les moyens de continuer à avoir un œil extrêmement attentif et même là, une possibilité d'action qui va justement, parce que c'est trop facile, hein, notamment pour les gouvernements, eux autres changent de politique à un moment donné comme ils changent de chemise et ils décident tout d'un coup, par exemple comme au Québec, tu sais, il y a des services premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, etc. On s'aperçoit qu'à un moment donné, les personnes déficientes intellectuelles sont complètement noyées à travers la masse et voilà. Je ne suis pas contre le fait qu'on ouvre, au contraire, mais avec prudence, parce qu'on connaît un peu ce qui peut se passer. J'en ai été témoin. Bon, par contre, au niveau du contenu de ce que vous avez dit, une chose qui m'a particulièrement intéressé, c'est la question de la formation au fond professionnel et des résultats absolument magnifiques que vous avez. Ce sont des gens qui, finalement, intègrent le marché du travail régulier. Mais comment vous avez réussi ça? On travaille beaucoup avec les employeurs, avec le programme en français. Moi, je parle beaucoup en anglais dans mon travail, hein, donc les termes. Prêt, disponible et capable. Je ne sais pas si vous connaissez le programme qui est pan-canadien. On travaille avec les employeurs pour changer leur culture d'embauche, changer la façon qu'ils font des entrevues, changer la façon quand ils regardent un curriculum vitae. Et puis aussi, on travaille avec les employeurs pour créer des emplois, en anglais, on dit carver, de tracer un nouvel emploi en dedans de son milieu de travail. Puis qui ne veut pas dire que Joe ne fera pas la même chose, ne travaillera pas aussi fort que les autres. C'est que Joe, peut-être, n'est pas capable de faire une telle partie de ce travail-là. Prenons cette partie-là, donnons-la à un autre employé qui aime bien ça, puis qui est très fort dedans, puis donnons la partie du travail que lui n'aura pas besoin de faire à Joe, parce que lui est capable de le faire. Donc, il y a eu beaucoup de travail de cette façon-là. Il y a aussi les emplois. C'est qu'on est dans différentes communautés, donc ce n'est pas comme si ils viennent tous de la même place. Puis, c'est qu'on a 8 jeunes d'une région qui vont sortir de l'école, puis il y en a 6 qui vont avoir des emplois. C'est des emplois réguliers, c'est des emplois de 20 heures ou plus. Et puis, il y en a que c'est des emplois saisonniers, parce que c'est ça ce qui existe dans la communauté. Puis, les gens sont prêts parce que durant les 3 années que les enfants étaient à l'école, ils ont fait des stages souvent dans ces places-là. Donc, ils connaissent déjà la capacité du jeune. Puis, le jeune connaît déjà l'emploi, parce que les premières années, quand il était en stage, il n'était pas payé, parce qu'il fait partie d'un programme d'école. Mais il a pu voir qu'est-ce qui étaient ses lacunes, disons, de comprendre l'emploi, ou vice-versa pour l'employeur. L'employeur a pu aussi voir, je peux-tu changer quelque chose qui va aider à Joe de venir travailler chez nous? Donc, c'était un partenariat de nouveau là, pour aider la personne. Oui. Moi, j'ajoutais une question quand tu as parlé Nouveau-Brunswick, des choses comme ça, comme, oui, je sais, comme Nouveau-Brunswick, quand c'est parlé des bateaux Titanic, je sais comme ça, mais comme
comment ma relation que je vois un travail, puis tu n'as vraiment pas le choix. Mais un travail, c'est que quand tu as un milieu de travail, exemple, s'année ou un an longtemps, puis comment tu fais avec ça présentement en tout travail, comme la enseignante, les profs, de société, ou même le bureau de ma mère, ou même tous les gens à bureau n'ont pas le choix de la faire gagner de l'argent. Mais quand ils gagnent de l'argent, c'est que faut que je la rappelle à la téléphone, tu sais, comme une feuille qui était là. Que la feuille tourne, c'est qui out ou dehors. Mais présentement, quand tu tournes, c'est la paye. Et comment tu la paye présentement avec son travail ou son bureau quand il nous absentait. C'est ça que je voulais dire. Je voudrais quand même souligner, vous n'en avez pas parlé, mais ça m'apparaît assez important comme prix. L'association, je vois ça sur Internet, a reçu le prix du Globe and Mail. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Le prix du Globe and Mail, c'est le prix canadien qui est... c'est une place... c'est reconnu par les employés, la place que les gens devraient travailler. Donc, c'est un sondage qui est fait chaque année à l'automne. Et puis, le Globe and Mail, c'est l'autre groupe... il va venir. Là. C'est deux groupes qui sont placés ensemble. Ça a commencé l'année dernière, ça fait 2 ans qu'ils ont eu la certification. Et puis, c'est qu'ils envoient un sondage. Les employés de chaque entreprise qui applique complètent le sondage. Et puis, c'est un sondage sur l'aspect santé physique, santé mentale, et puis santé de travail et vie de tous les jours, là, vie privée. Et puis, quand ils font le sondage, les employés reçoivent un genre de résultat de leur sondage disant que tu as besoin de travailler sur ta santé mentale, tu as besoin de prendre plus de temps pour toi, etc., etc. Pardon? Un profil, c'est ça. Un profil qui est spécifiquement à eux autres. L'employeur reçoit un profil de tous ses employés, mais pas indiquant qui quoi. C'est juste global pour aider à trouver ce qu'on peut faire chez nous qui aiderait nos employés. Et puis, les associations ou les milieux de travail qui ont eu la plus haute note gagnent. Puis l'année dernière, c'est nous qui avons gagné la petite entreprise ou dont Association à but non lucratif canadienne qui était reconnue comme la place de travailler. Cette année, on a été reconnu de nouveau. On n'a pas gagné, mais on a été reconnu parce que quand si tu as 68 % et plus, tu es accepté tu peux prendre le logo et l'utiliser. Donc, pour nous, ça nous aide beaucoup quand quelqu'un veut, il y a un poste d'ouvert, ces choses-là. C'est une des premières choses que les gens nous disent. C'est comme, on veut travailler à une place où c'est bien travailler là, puis on se sent qu'on fait partie d'un groupe, puis donc ça aide beaucoup sur ce côté-là. Savez-vous si dans une autre province, peut-être un peu plus grosse, il y a une association comme vous qui couvre aussi la... Oui, on fait partie d'une fédération. Ici, au Québec, c'est la KISS. Et puis, il y a une association dans chaque province et territoire qui est qui est notre sœur association, disons. Mais on n'a pas tous les mêmes relations avec le gouvernement, qui est numéro 1. Pour nous, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Quand on demande de l'argent pour prouver un point, souvent, on l'a à cause de notre relation de travail. On n'a pas toujours, là, mais... La mienne, ça nuit pas, mais l'association, moi, ça fait seulement 1 an que je suis dans le poste. Et puis, avant ça, ils avaient les mêmes résultats. Donc, moi, ça m'aide parce que je connais les gens. Quand je vais les voir, je peux juste parler. Puis,
L'autre chose aussi que je veux vous quitter avec, c'est qu'il n'y a pas une perfection chez nous, là. C'est pas parfait. On a beaucoup, beaucoup de lacunes. On se plaint tous les jours, comme toutes les autres associations, comme tous les groupes ici dedans, tous les jours que les choses ne grouillent pas assez vite. On trouve que les gens ne croient pas assez dans l'inclusion. On trouve qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'argent pour faire telle chose, si jamais on a tous les mêmes rêves, puis on a tous les mêmes défis. C'est juste que je crois que ce qui nous aide au Nouveau-Brunswick, c'est l'équipe, ayant Ken, ayant des personnes qui sont fortes sur l'inclusion, puis travaillent bien ensemble, ça aide beaucoup. Puis le partenariat avec la province, l'entente, de pouvoir communiquer, pouvoir appeler le sous-ministre sur son téléphone cellulaire quand tu as besoin de quelque chose, là, ça aide beaucoup. Donc, c'est ces relations-là que je crois que si ça peut être formé pan-canadienne, on verra une grande différence dans notre société, parce que c'est ces relations-là qui font que tu as un emploi aujourd'hui, parfois par tes qualifications, mais souvent à cause des gens te connaissent. Ils savent qui ce que tu es. C'est la même chose avec la province. Ils savent qui ce que tu es, puis ils savent le travail que tu peux faire, ces choses-là. Puis ici, qu'on ne chicane pas. On se dit des choses qui sont très, très, très difficiles à entendre. Moi, j'appelle parfois, puis je dis « Qu'est-ce que vous faites là, pour l'amour de mon Dieu? » Puis on a une rencontre, puis on se parle chez nous, on dit dans le casque, là. On se parle dans le casque, là. Mais il y a un respect quand même que des fois, il y a des barrières qui sont sur leur côté, puis une fois qu'ils l'expliquent, essayons d'ouvrir cette barrière-là ou enlever cette barrière-là. On peut travailler ensemble là-dessus. Comment moi je fais pour vous aider d'enlever cette barrière-là? C'est vice-versa. Donc, c'est un peu la façon qu'on travaille. Il y a des gens qui se lamentent, il y en a d'autres qui pleurent. Il y en a même de nos jours qui ne croient plus en rien. Ne t'en fais pas pour ça, continue ton chemin. Et quand le cœur t'en dira, tu chanteras ce refrain. Mon ami, mon frère, je comprends ta détresse. Prends courage, mon ami, et n'abandonne pas. Ça ne vaut pas la peine de le chercher ailleurs. Mon ami, le bonheur, il est là dans ton cœur.